Bienvenue dans l'entretien sur France 24 et RFI. Notre invité est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous serez également interrogé par Frédéric Rivière. Alors, le déconfinement est d'une complexité jamais égalée. Confusion, flou, questions encore sans réponse. Et à la confusion générale s'ajoute l'important sujet du retour à l'école. Alors, dans quelles conditions? Les arbitrages ne sont pas encore rendus publics. Vous sortez d'une réunion à Matignon, mais peut-être vous pouvez nous dire quels sont, on va dire, les champs d'hypothèses. Oui, enfin, d'abord, je ne pense pas qu'on puisse parler de flou. Il y a une méthode, après il y a des commentaires autour de la méthode, mais ça consiste à poser des hypothèses, à discuter, et ensuite à arbitrer, ce qui sera fait la semaine prochaine par le Premier ministre et le Président de la République. Donc on travaille de manière très sereine ici au ministère de l'Éducation nationale pour avoir, comme vous le disiez, une solution à une question totalement inédite. C'est la première fois dans notre histoire que l'on doit régler un problème de ce type, c'est-à-dire le retour à l'école en contexte de virus de manière organisée et de manière pertinente pour les élèves et surtout de manière sûre. Donc c'est un travail. Ce travail suppose de poser des hypothèses, de les relier à la fois à un protocole sanitaire, parce que le premier début, c'est évidemment d'assurer des règles strictes sur le plan sanitaire, à un protocole pédagogique, et puis à un protocole d'accueil, c'est-à-dire quels élèves arrivent en premier, lesquels, selon quels critères. Oui, mais ça, c'est prêt. C'est prêt, ça. Donc nous travaillons à cela. C'est prêt. Si je vous disais que c'était prêt, on dirait tout est prêt, ils font ça dans leur bureau. Si je vous dis que c'est pas prêt, vous direz c'est flou. On ne sait. Donc la réalité, c'est qu'on a un calendrier. Ce calendrier, d'ailleurs, il est très explicite. C'est la semaine prochaine. Le président de la République l'a dit encore hier que nous donnerons ces éléments et que nous travaillons et que pour travailler, nous concertons et que pour concerter, nous posons des hypothèses. Voilà. Donc en réalité, nous travaillons, nous y arriverons et c'est surtout les commentaires qui souvent viennent un peu brouiller les choses, mais les choses ne sont pas brouillées en elles-mêmes. D'accord. Hier, le président a dit que le retour à l'école pour les élèves se ferait sur la base du volontariat. Est-ce que c'est un accroc? Enfin, c'est un accroc à la loi Jules Ferry de 1882. L'école est obligatoire. Non, ça n'est pas un accroc parce que, en effet, l'instruction est obligatoire. Donc, c'est comme ça que vous avez aujourd'hui de l'instruction à domicile pour certains élèves, par exemple quand vous êtes malade et que vous suivez par le CNED. Donc, ce qu'a dit le président est parfaitement compatible avec la scolarité obligatoire. Notre but, c'est que 100% des élèves soient reliés à leur école, leur collège et leur lycée. Certains seront présents physiquement, d'autres le seront à distance. Mais la scolarité, bien sûr, l'instruction est obligatoire. Jean-Michel Blanquer, le 15 avril dernier, chez nos confrères de LCI, vous disiez, je vous cite, « L'école est obligatoire, c'est la loi qui le dit, nous devons être volontaristes, nous devons aller chercher certaines familles que nous n'arrivons pas à contacter aujourd'hui, pour leur demander que leurs enfants rejoignent l'école dans l'intérêt de l'enfant. » Ça veut donc dire quand même que vous n'étiez pas très favorable au volontariat, que cette décision-là, elle vous a un peu échappé, non ? C'est tout le contraire. D'abord, je ne retire pas une virgule de la citation que vous faites. Et deuxièmement, c'est parfaitement compatible avec ce qu'a dit le président. Et même si vous regardez ce que j'ai dit mardi dernier devant l'Assemblée nationale, j'ai dit ça. C'est-à-dire une famille qui n'aurait pas envie d'envoyer son enfant pourra ne pas l'envoyer. En revanche, cette famille doit être en lien avec l'école, le collège et le lycée pour qu'un travail soit donné à l'élève, qu'un enseignement à distance se réalise. Et donc, c'est le genre de choses auxquelles nous travaillons dans la lignée de ce que nous sommes en train de faire en ce moment, puisqu'en ce moment même, vous avez de l'enseignement à distance pendant la période de confinement et que la France est plutôt bien adaptée à cette réalité très particulière. Par exemple, en ce moment, vous voyez, il y a confinement et il y a quand même scolarité obligatoire. Et vous avez instruction obligatoire, c'est-à-dire lien entre l'école et l'élève. Jean-Michel Blanquer, est-ce que les professeurs ont envie, dans leur majorité, de retrouver les élèves? Alors, on sait bien qu'ils attendent des directives du conseil scientifique pour savoir si, justement, tout sera mis en œuvre pour la protection à la fois des professeurs et des élèves. Mais est-ce qu'ils ont envie d'y retourner? Oui, bien sûr, j'ai de multiples témoignages de ça. Vous savez, les professeurs, ils aiment leur métier. Ça s'est d'ailleurs beaucoup vu encore aujourd'hui dans la période de confinement, avec un contact très volontariste avec les élèves, justement. Et la très grande majorité des élèves, comme des professeurs, ont envie de retrouver la réalité scolaire. Et c'est d'ailleurs
quand elle n'est plus là, cette réalité scolaire, qu'on sent à quel point elle est précieuse. Et là, c'est le cas. Donc, en revanche, certains, parce qu'ils ont des vulnérabilités de santé ou parce qu'ils ont un proche qui ont une vulnérabilité de santé, ne viendront pas. C'est ce qui est normal. Et ce que je dis là aussi depuis le début. Et eux aussi travailleront à distance quand c'est nécessaire. En vérité, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple et plus efficace sur le plan sanitaire aussi de renforcer les moyens d'enseignement à distance que vous évoquiez à l'instant, qui sont en place depuis déjà des semaines, et de remettre le retour à l'école à la rentrée de septembre? Parce que de toute façon, pour certains élèves, le retour va se faire de manière beaucoup plus lointaine, pas lundi, mais dans les semaines qui suivront encore. Non, on a besoin d'un réaccrochage à l'école, c'est à mes yeux indiscutable. Vous savez, il se joue sous nos yeux une catastrophe éducative mondiale, qui est le décrochage de millions d'élèves de l'école à l'échelle du monde, dont les conséquences peuvent être graves à court terme, à moyen terme et à long terme. On ne saurait sous-estimer ce problème. Il n'y a pas que le Covid-19 qui tue. Le décrochage scolaire a des conséquences sociales, sociétales, potentiellement graves. Je suis extrêmement sensible à ça, à l'échelle de la France comme à l'échelle internationale. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas choisir les solutions de facilité. La solution de facilité, c'est de dire on ferme ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, par exemple. Ça veut dire qu'on accepte cette idée d'une sorte de trou noir scolaire éternel. Je pense que ce serait extrêmement dangereux. Et pour moi, ce serait plus facile, mais ce serait pas... je ne serais pas digne d'exercer ma fonction, je pense, qui est d'arriver à ce que tous les enfants s'élèvent par l'éducation. Alors justement, vous parliez des décrocheurs. Le ministère de l'Éducation a perdu la trace d'à peu près 5% des élèves. J'ai deux questions. Comment vous gérez cette situation? Quelles mesures vous prenez? Et est-ce que c'est le cas aussi, c'est un phénomène international, en tout cas européen? Alors d'abord, oui, c'est un phénomène européen et même mondial, aussi bien l'UNESCO que l'Union européenne ou que l'Organisation internationale de la francophonie regarde ce sujet. C'est d'ailleurs malheureusement logique. À partir du moment où les élèves ne vont plus à l'école, il y en a forcément qui décrochent. Déjà qu'il y en a qui décrochent quand il n'y a pas l'enseignement à distance. On peut imaginer qu'à la fois pour faute de matériel informatique, faute de liaison Internet ou faute de goût, des élèves décrochent. La France a plutôt des atouts face à ce phénomène, notamment le fait d'être un service public national de l'éducation. Ça fait que, vous voyez, tous les 2 jours, je suis en visioconférence avec les recteurs, lesquels travaillent avec les chefs d'établissement, lesquels, avec leurs professeurs, contactent les familles. On a pu mettre en œuvre toute une série de mesures, comme le fait d'appeler une fois par semaine chaque famille, le fait de donner du matériel informatique, le fait d'avoir par la poste des documents proposés par les professeurs qui arrivent jusqu'au domicile. Donc toute une série de mesures ont été faites pour aller raccrocher les élèves. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait descendre ce chiffre des décrocheurs d'environ 8% à 4%. Ouais. Jean-Michel Blanquer, vous avez employé le terme qui est lourd, de catastrophe éducative mondiale. C'est-à-dire... comment va-t-elle et par quoi va-t-elle se traduire? Est-ce que ça peut être aussi un facteur d'aggravation d'une crise économique consécutive au Covid-19? Bien sûr, c'est un des aspects des choses. Par exemple, en matière de formation professionnelle, étant entendu que dans tous les pays du monde, c'est justement en matière de formation professionnelle, c'est l'équivalent de nos lycées professionnels ou de nos CFA, qui sont souvent le plus touchés par le décrochage, pour ne prendre que cet exemple. Mais c'est aussi des enfants d'école primaire qui décrochent et qui, peut-être, à cause de ça, ne seraient plus de leur vie dans une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Donc ça, c'est grave. Et c'est d'ailleurs l'UNESCO est totalement saisie de ce sujet. On discute entre ministres de l'Éducation du monde entier. On doit être très attentif. C'est quand même une sorte de progrès de l'humanité que d'avoir généralisé la scolarisation des petits garçons et des petites filles. Dès qu'il y a des régressions en la matière, nous devons nous en inquiéter. Et là, c'est le cas, il y en a une. Donc elle doit être la plus courte possible. J'imagine, Monsieur le Ministre, que vous échangez avec vos homologues européens sur le déconfinement. Y a-t-il une coordination ou bien vous échangez vos informations, vos idées et vous vous inspirez des uns et des autres? Par exemple, en Allemagne, si on prend le cas de l'Allemagne, il y a le retour à l'école se fera beaucoup plus tôt que nous, alors que le virus est en recrudescence.
Alors bien sûr, nous échangeons, nous avons des visioconférences. Actuellement, c'est sous présidence croate, donc nous avons une boucle WhatsApp, par exemple, des ministres de l'Éducation. Nous nous téléphonons. Je parlais tout à l'heure avec la ministre espagnole ou encore avec la ministre grecque récemment, mes homologues allemands, de différents compétences. C'est une compétence nationale avec souvent des compétences locales affirmées, comme dans le cas de l'Allemagne où c'est chaque land qui prend des décisions. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que l'Allemagne a décidé un déconfinement à partir du 4 mai et que nous regardons de très près ce que font les uns les autres. Par exemple, j'ai lu attentivement l'avis de l'Académie des sciences allemandes sur lequel s'appuie ce déconfinement. Nous regardons techniquement ce qui est fait sur chacun des aspects du protocole sanitaire de déconfinement de chacun des pays. Nous avons les mêmes préoccupations, les mêmes outils et les mêmes objectifs. En Allemagne, le nombre d'élèves sera limité à 15. La France, sans doute, fera la même chose. Cette crise sanitaire oblige à innover. Et pourquoi pas, en quelque sorte, rénover notre modèle pédagogique, en profiter. Parce que selon un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, 80% des Français pensent que l'on pourrait changer notre modèle pour s'inspirer des Allemands et des Scandinaves ou des Anglo-Saxons qui consacrent une demi-journée chaque jour au sport ou à la culture. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour bifurquer, on va dire? Alors moi je suis très favorable à ça et d'ailleurs je l'ai dit avec la ministre des Sports française largement avant la crise. Donc il y a des expérimentations de ce type qui sont déjà enclenchées en France. Et alors le confinement ne favorise pas le sport, ça on ne peut pas dire ça. En revanche, le déconfinement va favoriser des activités de ce type puisque parmi les choses que nous allons proposer aux collectivités locales, il y a ce que nous avons appelé le 2S2C, c'est-à-dire sport, santé, culture, civisme, qui seront des moments périscolaires où les élèves pourront être en petits groupes pour des activités notamment d'épanouissement physique et puis aussi d'éducation à la santé, ce que cette période de déconfinement nécessitera tout particulièrement puisque les enfants sortent quand même d'un moment d'enfermement d'une certaine façon et donc c'est encore plus indispensable que jamais de faire cela. Donc je suis très ouvert à ce type de transformation, oui. Jean-Michel Blanquer, des augmentations de salaire étaient programmées pour les enseignants au cours des prochaines années. Avec l'explosion de la dépense publique et donc de la dette, est-ce que les engagements pourront être tenus ? C'est un sujet que nous allons regarder attentivement. Moi, je reste très favorable, évidemment, à cette évolution de la rémunération. C'est aussi un sujet européen, d'ailleurs, que j'ai porté à une échelle européenne, parce que je pense que nous avons besoin d'avoir une stratégie européenne où l'éducation représente, dans le futur, un pourcentage de produit intérieur brut plus grand que ça n'est le cas aujourd'hui, et que ça permette notamment d'améliorer la rémunération des professeurs. Ce sujet, lui aussi, est mondial et européen. Oui. Toutes les sociétés du monde ont besoin de mettre le professeur au centre de la société, de bien le recruter, bien le former, bien le payer. Et donc c'est en tout cas ce que je vais porter dans le nouveau contexte économique qui va être le nôtre après le confinement. C'est ce que vous souhaitez, mais si on comprend bien, vous dites quand même qu'il va falloir regarder, parce qu'avec la dépense publique qui explose littéralement, aujourd'hui vous ne pouvez pas garantir que la trajectoire qui était prévue sera respectée. Vous savez, en matière d'économie et de finances publiques, tous les raisonnements méritent quand même d'être un petit peu, vous me l'accorderez, un peu revisité, c'est évident. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour ne pas dévier de la route que nous avions commencé à prendre. Monsieur le ministre, une question... Et en tout cas, déjà pour le budget 2021, nous avions... Pardon. Je vous en prie, pour le budget 2021, nous avions déjà programmé pour 2021, nous avons déjà programmé une augmentation de rémunération importante. Ça, c'est une certitude. Mais mon sujet était, sur la durée, de réussir à planifier cette augmentation des rémunérations. Monsieur Blanquer, une question un peu plus politique. On lit ici et là que Matignon aurait un peu grincé des dents lorsque vous avez présenté un calendrier de ce retour à l'école. Est-ce que vous avez pris quelques libertés ou avez-vous le sentiment de bouillir un peu intérieurement parce que ce sera à Matignon d'annoncer tout cela? Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne entre Matignon et vous? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, là aussi, il faut se garder. Je vois effectivement des commentaires. Je n'ai pas beaucoup le temps de regarder d'ailleurs tous les commentaires et tout ce qu'on essaye de dire autour de ce genre de choses. Franchement, on est dans une période
très spéciales, très difficiles, où les buts fondamentaux sont des grands buts d'intérêt général. Et au moment où vous êtes en train de nager pour réussir quelque chose d'un peu difficile, avoir des gens sur la rive qui font des commentaires pour essayer de compliquer la tâche, c'est pas très agréable. Mais vraiment, c'est absolument pas le sujet. Je voyais encore le Premier ministre tout à l'heure, je parlais avec le Président de la République aussi ce matin. On travaille ensemble pour trouver des bonnes solutions. Tous les pays du monde sont confrontés à cette complexité, et c'est justement notre travail que d'arriver à la bonne solution. Ce que j'ai fait mardi, c'était de présenter des hypothèses. Chacun peut regarder ce que j'ai dit pendant 2h30. Ces hypothèses sont faites pour être discutées, notamment avec les collectivités locales et toutes les organisations représentatives. Et c'est ce que l'on fait très collectivement et très sereinement, je peux vous le garantir. Merci, Monsieur le ministre. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci. À vous. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier Narimen Lawadi, Armel Ko et James André et bien sûr toutes les équipes techniques qui les accompagnent. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité sur France 24 et RFI. À très vite. Merci.